Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler journalisme et féminisme à travers l'histoire d'une femme remarquable, Nellie Bly. C'est parti! Avant de commencer, un peu d'histoire. On est tout juste 100 ans avant la naissance de Nellie Bly. Les États-Unis sont créés en 1776 en signant leur déclaration d'indépendance et en nommant leur tout premier président, George Washington. Au tout début du 19e siècle, en 1808, la traite des esclaves est abolie sur le sol américain, ce qui provoquera parmi les grands propriétaires blancs la peur d'une révolte du peuple noir ainsi que des fortes tensions entre les États du Nord et ceux du Sud. Tensions qui amèneront à une guerre civile de 1861 à 1865, la guerre de sécession. Le 19e siècle sera émaillé des guerres contre les peuples des Indiens d'Amérique. Ce sera aussi celui du développement de l'économie américaine grâce à l'arrivée en masse des migrants d'Europe qui contribueront pour grande partie à l'expansion des voies ferrées et donc de la conquête de l'Ouest avec la ruée vers l'or. L'État américain fera face également aux premières grandes grèves d'ouvriers contestant leurs conditions de travail. Dans les années 1820, les premiers groupes féministes font leur apparition, notamment les suffragettes luttant pour le droit de vote des femmes et la Société américaine de réforme morale des femmes qui se révolte contre la prostitution et l'alcoolisme. Mais il faudra attendre 1920 pour qu'elles obtiennent le droit de vote sur le sol américain. Le premier service postal, le Pony Express, est créé en 1861. À travers le 19e siècle, on verra arriver l'invention de l'ampoule, des rayons X qui permettront l'invention de la radiographie, le vaccin contre la rage, le courant électrique, la première machine à vapeur, la bicyclette, le cinéma, la photographie, le téléphone, la télégraphie sans fil qui est l'ancêtre de la radio et donc le morse, un langage de transmission par ondes radio. C'est donc à la fin du 19e siècle que naît notre Nellie Bly, de son vrai nom, Elizabeth Cochrane, plus précisément le 5 mai 1864 à Cochrane's Mill, un village près de Pittsburgh aux États-Unis. Elle est la 5e enfant de Mary Jane et de Michael Cochrane, mais son père a déjà 10 enfants d'un précédent mariage. Le village porte le nom de son père, immigré irlandais, qui à force de travail a réussi à racheter une bonne partie des terres aux alentours et lui a donc donné son nom. Elle passe ses premières années dans un milieu plutôt aisé. On la surnomme Pinky parce qu'elle aime particulièrement les vêtements roses. Âgée à peine de 6 ans, son père décède et sa branche de la famille est expulsée. Des années sombres s'annoncent. Sa mère seule gagne peu d'argent et la vie est dure. Elle se remariera 3 ans plus tard, histoire de retrouver une stabilité financière. Mais là, pas de chance, le nouveau mari est alcoolique et violent, et elle se voit contrainte de divorcer. La famille sombre dans la misère et les dettes. Nellie, devenue une jeune fille, n'ignore pas les problèmes financiers. Elle sait qu'elle va devoir travailler et au regard de sa situation, elle devrait se tourner vers un emploi de gouvernante ou de demoiselle de compagnie. Mais Nellie aspire à une carrière littéraire. Elle rêve de devenir écrivain. Elle a 16 ans et écrit déjà de petites nouvelles et des poèmes. Elle est curieuse et rêve d'aventure. Elle intègre l'Illinois Normal School pour devenir institutrice. Mais faute de moyens financiers, elle doit abandonner ses études 6 mois plus tard. En 1880, la famille Bly s'installe à Pittsburgh et Nellie apporte son aide à sa mère qui travaille dans un pensionnat. En 1885, elle lit le Pittsburgh Dispatch et tombe sur un article intitulé « Ce à quoi sont bonnes les jeunes filles ». L'article désapprouve avec un ton sarcastique les jeunes filles qui suivent des études, considérant que c'est inutile, et les femmes qui travaillent sont appelées des monstruosités. Le journaliste, sûr de lui, explique que la place des femmes se trouve auprès de leurs enfants, à entretenir leur foyer et à rester au petit soin de leur mari. On est encore à une époque où les femmes ne sont pas considérées comme des personnes à part entière. Elles sont sous l'autorité du père, du frère ou du mari, car on estime que ce sont des êtres fragiles qui ont besoin d'être protégés tout au long de leur vie. Elles ne peuvent pas travailler, avoir un compte bancaire à leur nom, acheter ou revendre un bien, bénéficier d'un héritage ou même de décider l'éducation de leurs propres enfants sans la permission d'un homme. Notre Nellie, féministe avant l'heure, est furieuse de lire de tels propos et décide d'écrire une lettre pas franchement gentille au rédacteur en chef du journal, George Madden, qu'elle appellera « Lonely Orphan Girl », qu'on peut traduire par « l'orpheline solitaire ». En voici un extrait. « Rassemblez les filles intelligentes,
sortez-les de la bourbe, aidez-les à grimper à l'échelle de la vie et soyez-en amplement récompensés. La lettre est si bien tournée que George Madden décide de la publier et offre un poste de journaliste à la jeune fille si elle lui fournit un article de qualité. Il lui conseille de prendre un pseudonyme afin de préserver sa famille. Oui, parce qu'à cette époque, une jeune femme émancipée qui travaille et qui en plus peut écrire des articles qui ne plairont pas forcément peut se faire harceler, voire pire. Elle choisira, avec l'aide de son rédacteur en chef, le pseudonyme de Nellie Bly, d'après une chanson de Stephen Foster. Quelques jours plus tard, elle lui apporte un article consacré à la famille, au divorce et aux enfants, un sujet qu'elle connaît bien, et est ainsi engagée pour son tout premier poste de journaliste. Elle a à peine 20 ans et vit déjà son rêve. Nellie décide de consacrer sa première enquête au monde ouvrier et de décrire le quotidien de ceux qui travaillent dans les usines et fabriques de l'époque. Elle interviewe des ouvriers et se renseigne comme elle peut, mais trouve que ce n'est pas suffisant. Elle se fait alors engager dans une usine de conserve pour expérimenter la vie d'ouvrière et d'être au plus proche de la vérité dans son article. Nellie Bly vient d'inventer le journalisme d'investigation. Son premier reportage remportera un grand succès. Elle y décrit en détail les conditions de travail des ouvriers plus que difficiles, faute à l'appui. Mais les industriels s'inquiètent de la répercussion négative de ces articles et font pression sur le journal. Malgré les nombreuses ventes supplémentaires qu'elle a suscitées, Nellie est rétrogradée aux rubriques culturelles, artistiques et de jardinage. Faisant face à la déception et à l'ennui dans son métier, elle part pendant 6 mois avec sa mère au Mexique. Elle envoie à son journal des articles décrivant la beauté du pays, les coutumes, la culture ou les mœurs de la population. Puis, assistant à l'arrestation arbitraire d'un journaliste et comprenant qu'au Mexique, la liberté de la presse n'existe pas, elle dénoncera le gouvernement mexicain publiquement et profitera du sujet pour écrire des articles. Menacée elle aussi d'arrestation, elle fuit le Mexique et rentre à Pittsburgh. À son retour, elle décide qu'elle mérite mieux que des articles de petites rubriques sans intérêt et quitte son journal pour se rendre à New York, bien déterminée à se faire un nom. Elle se rend au siège du New York World, refusant de quitter les locaux tant que l'éditeur du journal ne la reçoit pas, un certain Joseph Pulitzer, qui donnera son nom à un prix après sa mort, récompensant des journalistes et écrivains méritants. Il finira par recevoir Nellie après plusieurs heures et lui promettra un poste de journaliste en échange d'un reportage sur les asiles psychiatriques. Toute la nuit, Nellie s'entraîne à simuler la folie, et le matin suivant, disant à qui veut bien l'entendre qu'elle cherche ses troncs, elle est internée au Blackwell's Island Hospital, à Roosevelt Island. Elle n'y restera que 10 jours, mais son témoignage sera accablant pour les asiles en Amérique. Elle dira « Dans mon esprit, si je réussissais à franchir les portes de l'asile, ce serait pour vivre la paisible routine d'un hôpital psychiatrique. » Elle y dénonce non seulement les conditions de vie et d'hygiène déplorables, mais aussi les traitements médicaux cruels et la violence dont fait preuve le personnel médical envers les patients. On ne lui donne pas de chemise de nuit, elle a froid, elle ne peut se laver qu'une seule fois par semaine et à l'eau froide, on ne la nourrit pas non plus, et la maltraitance des infirmières est constante. Les femmes censées être soignées sont exploitées pour des travaux de nettoyage, de couture ou de blanchisserie, et les pensionnaires les plus dangereuses se déplacent attachées par une corde. Elle trouve également des femmes immigrées d'Europe ou du Mexique internées à tort. Au bout de 10 jours, c'est un avocat de son journal qui doit intervenir pour faire sortir Nellie de ce cauchemar. Elle intitulera son reportage « 10 Days in the Madhouse », qu'on peut traduire par « 10 jours à l'asile », qui aura un immense retentissement, à tel point que la ville de New York allouera des budgets pour permettre aux hôpitaux psychiatriques d'accueillir leurs patients dans de meilleures conditions. On leur demandera également de changer leur méthode de traitement. La technique d'infiltration est devenue sa marque de fabrique. En 1887, elle ira jusqu'à se rapprocher de l'entourage d'un narcotrafiquant et son reportage conduira à une enquête policière. Nellie veut se lancer sur les traces de Phileas Fogg. 15 ans après l'apparition du roman de Jules Verne, elle veut elle aussi réaliser son tour du monde et estime pouvoir le faire en moins de 75 jours. Mais en 1888, son journal ne la suit pas dans son projet. Il pense qu'une femme seule ne peut pas réussir cet exploit. Finalement, c'est l'année suivante qu'elle arrivera à les convaincre. Tenace, la jeune fille. Voilà ce qu'elle écrira. « Ne vous inquiétez pas, avais-je dit à mes proches, alors même que j'étais incapable d'articuler les 2 odieuses syllabes du mot adieu. Je pars en vacances et ce sera l'aventure la plus agréable qui soit. » Et pour corser le défi, un journal concurrent lui envoie lui aussi une journaliste pour lui voler la vedette. Mais Nellie est la plus rapide. Le 14 novembre 1889, elle débute son voyage de New Jersey à bord du paquebot Augusta Victoria qui l'emmène en Angleterre.
De passage par la France, elle fera une halte à Amiens pour rencontrer Jules Verne, à qui elle fera très bonne impression. Elle empruntera des bateaux, des trains, des montgolfières et autres transports pour passer par l'Italie, l'Égypte, la Chine, le Japon, le Singapour et bien d'autres. À chaque étape, elle décrit son périple et l'envoie à son journal pour publication. Ses articles font sensation et les lecteurs suivent ses aventures, attendant la suite avec impatience. Elle est de retour à Jersey City le 25 janvier 1890. Elle aura réussi à faire son tour du monde en 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes. Nellie Bly accomplit ainsi l'exploit de faire son tour du monde en moins de temps qu'elle avait prévu, et d'autant plus en tant que femme seule, non accompagnée. Et ça, c'est une première au monde, prouvant à tous ces hommes machos de l'époque qu'elle peut tout aussi faire bien qu'eux, sinon mieux. Elle dura plus tard. Mes compatriotes étaient très fiers que ce fût l'une des leurs qui ait relevé pareil défi. Quant à moi, je me félicitais que ce fût une femme qui réalisait cet exploit. Quant à Jules Verne, quand il apprendra son exploit, il fera publier dans l'Écho de la Somme, Amiens, 25 janvier. Jamais douté du succès de Nellie Bly. Son intrépidité le laissait prévoir. Hurrah pour elle et pour le directeur du World. Hurrah, hurrah. À la suite de cette série d'articles, Nellie devient mondialement connue. Elle publie alors des articles engagés sur des sujets de société, tels que la corruption de politique et sur la condition des ouvriers et des femmes dans la société. Elle rencontrera Emma Goldman, activiste politique et féministe, et Suzanne Brownell Anthony, militante des droits civiques et féministes. Son frère décédé, Nellie décide de prendre en charge sa veuve ainsi que ses enfants. Et forcément, sa situation financière est délicate. En 1895, entrant dans la trentaine, elle surprend tout le monde en épousant le vieux millionnaire Robert Seaman, de 42 ans son aîné. S'impliquant de plus en plus dans la gestion de fabriques de bidons de lait métalliques de son époux, elle finit par s'éloigner du journalisme. Elle crée même un nouveau type de bidon qui sera breveté. À la mort de son mari, en 1904, elle reprend la direction de la société et offre des conditions de vie uniques et idylliques à ses ouvriers pour l'époque. Sûrement influencée par ce qu'elle avait pu constater dans les usines, elle offre à ses ouvriers de meilleurs salaires, une assurance santé, des centres de loisirs et même une bibliothèque. Mais à vouloir être trop généreuse et abusée par un comptable malhonnête, elle met sa société en difficulté et est contrainte de vendre les usines en 1914. Pendant la Première Guerre mondiale, Nellie s'installe au Royaume-Uni et devient correspondante de guerre pour le New York Evening Journal. Elle part pour le front de l'Est et elle y décrit le quotidien dans les tranchées en pleine guerre. Voilà ce qu'elle en dira. La tranchée était boueuse et dégoûtante. Je glissais, trébuchais en retenant mon souffle. Du moins ce qu'il m'en restait. Je commençais à me demander si nous allions sortir de là. À cet endroit précis, la tranchée mesurait un peu plus de 2 mètres de haut et était aussi glissante qu'un mât de cocagne. Avec mes semelles sans clous, je dérapais et manquais de tomber à la renverse. Elle s'intéressera aussi à l'émergence du combat des suffragettes, les militants pour le droit de vote des femmes. Elle dira d'ailleurs qu'elles seront pour coup sûr rapidement suivies aux États-Unis. Après l'armistice, elle rentre à New York et reprend son travail de journaliste d'investigation sur ses thèmes favoris, le monde ouvrier, la corruption des politiques et la condition des femmes et des enfants dans la société. Elle s'investit d'ailleurs en faveur du droit de vote pour les femmes. Elle meurt le 27 janvier 1922 d'une pneumonie à même pas 60 ans. Le lendemain de sa mort, les journaux titrent en première page « Mort de la meilleure journaliste d'Amérique ». Avant tout, elle inspirera de nombreuses femmes qui à leur tour se lanceront dans le journalisme. Certains journaux créeront même un pseudonyme féminin pour écrire certains articles, derrière lesquels se cacheront plusieurs femmes successivement, créant ainsi une place réservée aux femmes dans leur rédaction. Le 26 janvier 1890, juste après son tour du monde, le New York World publie un jeu de loi en l'honneur de Nellie Bly afin de revivre les aventures de son voyage, et il existe encore. De nombreux livres, films ou même comédies musicales se sont inspirés de sa vie, témoignant de son influence de pionnière du journalisme à travers le temps. Un timbre sera même édité à son effigie. Aujourd'hui, tous ces reportages d'investigation ont été publiés en livre qu'on peut se procurer facilement. Elle est également inscrite au National Women's Hall of Fame depuis 1998, temple national de la renommée des femmes, qui honore la mémoire des femmes américaines remarquables, la faisant passer à la postérité à jamais. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi l'histoire de cette femme extraordinaire. Et je vous dis à bientôt pour un autre personnage oublié.